Sur l'ensemble des fronts de la Première Guerre mondiale, 160 000 disparus manquent encore à l'appel des souvenirs officiels. Ils ont échappé au deuil des familles. Ni morts ni vivants, ils sont restés dans les limbes de l'effroi comme si pour eux les combats n'avaient jamais cessé. Ces bois sont toujours hantés par la guerre. Ils cachent des squelettes inconnus. Ils sont habités par des fantômes de soldats réduits au néant par l'explosion d'un obus. Ici, dans le secteur de Verdun, où le front s'immobilisa pendant 4 ans, dans ce sol blessé, éventré, des milliers de cadavres sont encore enfouis. Chaque année, on découvre sur le champ de bataille de la Meuse une quinzaine de disparus. De temps en temps, un brave remonte à la surface pour aller rejoindre ses compagnons dans un cimetière militaire. Et pour un de ces retardataires, combien de soldats perdus, pris dans la boue de la guerre, qui les a bu avec leur sang? Paris, 2 août 1914. Comme le capitaine Boubet de Gramont et le sous-lieutenant Humbert, Alain Fournier part pour le front. Il va rejoindre les fantassins qui seront ses derniers compagnons. Dans quelques semaines, ils seront morts ensemble et enterrés côte à côte dans une même fosse. Voyage extraordinaire jusqu'ici. À chaque petite station, une foule immense et enthousiaste, nous accablant de gerbes, de fleurs, de fruits, de bouteilles et de bonbonnes de vin, de cigarettes. Spectacle merveilleux. Aussitôt arrivé, Humbert est mêlé à la bataille. Et il meurt sur les hauts de Meuse, à Vaux-les-Palamais, le 22 septembre 1914. Comment? On ne le sait pas. Pour comprendre cette première guerre, il faut comprendre ce fait fondamental, que les gens pensaient vraiment être de retour à Noël. En partie, ils pensaient très naïvement que cette guerre sera courte parce qu'on arriverait très facilement à avoir raison des autres. Mais il y avait un raisonnement plus sophistiqué, à savoir le raisonnement des généraux et des politiciens haut placés, de dire cette guerre, avec les moyens et les capacités de destruction que nous avons, sera tellement formidable que nous devons absolument l'enchaîner, l'encadrer. Il faut faire court. Et il s'avérait très vite qu'il était impossible de la faire courte, cette guerre. La Grande Guerre, la Grande Boucherie, 10 millions de morts. Dès les premiers mois de 1914, les Français étaient déjà tombés par centaines de milliers, effarés sans doute que la guerre fraîche et joyeuse fût si cruelle et meurtrière. La mort les moissonnait si largement qu'ils en avaient perdu l'espoir d'une fulgurante victoire. En août, Péguy, l'enthousiaste, avait été tué. Un mois plus tard, les combats avaient fait 300 000 morts dans les deux camps. Les soldats n'écoutaient plus les jolis discours des poètes, les élans martiaux des embusqués et les va-t-en-guerre de l'arrière. À présent, les mensonges de la propagande, l'ordre terrible de Joffre aux armées qui exhortait les soldats à se faire tuer sur place plutôt que reculer, tout cela les effrayait autant que la peur de l'ennemi. Le 22 septembre 14, dans ce bois de Saint-Rémy-la-Calonne, les réservistes du 288e régiment d'infanterie avaient donc vu l'autre visage de la guerre. Ils savaient qu'il était atroce. Ici, ce jour-là, 21 d'entre eux sont tombés. Il nous manque la deuxième épaule, le bras et l'avant-bras de ce personnage-là. Et puis, on peut aussi tomber sur l'épaule droite de celui-là. Et puis, on peut toujours aussi imaginer qu'on a encore un corps en dessous. L'ennemi les a couchés dans une fosse, chaussures aux pieds, nu-tête et le ceinturon bouclé à la taille. 21 hommes soudain dépossédés de leur vie, qui n'avaient plus que leur dépouille à offrir à la science, à l'histoire
pour témoigner de l'impardonnable tuerie. La mort, au début, a toujours été une surprise, alors qu'ensuite, elle a été quelque chose d'acquis. Elle a été une surprise au début parce que justement, on était parti pour une guerre fraîche et joyeuse, et une guerre qui à la limite ne tuait pas. Et on s'est rendu compte que la guerre était atroce, que la guerre durait et que la guerre tuait. Et puis dans un deuxième temps, eh bien, la mort a commencé à habiter toutes les familles, parce que plus on avançait, et moins on avait de chance de ne pas avoir un mort dans les membres proches de sa famille. J'ai vécu mon enfance, et j'en remercie tous les miens, ma mère a commencé, et puis tout mon entourage, dans le souvenir de mon père. Un souvenir qui n'était pas larmoyant du tout, mais un souvenir qui me le faisait comprendre comme un homme, je vous dirais, souvent ceux qui ne sont plus là, on les idéalise. Mais enfin, j'ai tout de même des faits, des témoignages comme quoi mon père était un homme d'exception. Ça a peut-être l'air enfantin de dire ça ou un petit peu naïf, mais je crois dans une grande part, au point de vue intellectuel, au point de vue sentiment, au point de vue esprit, chrétien, entre autres. Et... Sous-lieutenant, 28 ans. Normalien, agrégé de lettres, le voici à Auch en 1911, aux temps heureux son nuage. Il est affable, serviable, dit-on, c'est un humaniste, sûrement un farouche ennemi de la violence. Sa fille n'a qu'1 an lorsqu'il meurt à la guerre, et pour faire exister ce jeune père disparu, il ne lui est resté que les souvenirs des autres, quelques objets, quelques phrases, dites et redites comme des prières. Bon, bien sûr, Alain Fournier était connu de tous ceux qui lisent, n'est-ce pas? Et mon père était connu dans sa sphère. Et là, mon père a été certainement, comment dirais-je, reconnu dans cette découverte parce qu'il était avec Alain Fournier, ce que tout le monde savait. Et par contre, comme mon père, lui, avait et son alliance et sa plaque, et qu'il était absolument certain que c'était lui, Pierre Imbert, qui était avec Alain Fournier, l'un a fait réciproquement découvrir l'autre. Le capitaine, Savinien Boubé de Gramont, 48 ans. Une carrière sans éclat. Courageux, humain, dit-on, avec ses troupes. Un militaire de son temps, vieilli en garnison. À son âge, il ne cherche plus la gloire, mais il a un sens aigu de la discipline. Il suit à la lettre l'ordre de Joffre. Il est prêt au sacrifice, au sien et à celui de ses hommes. Il le prouve. Il ne faisait pas d'esbrouf, c'était pas un matu-vu, mais c'était un gars qui, investi d'une mission, étant donné sa formation, l'accomplissait jusqu'au bout et tenait essentiellement à respecter autant que possible la vie de ses hommes. Voilà. Sur le plan familial, il a toujours, moi j'ai toujours entendu dire, c'était quelqu'un de discret aussi, réservé, voire timide, et ne parlant pas volontiers. Henri Alban Fournier est l'auteur du Grand Maulne, l'aimable Ledoux Fournier, auréolé de gloire littéraire. À Paris, chroniqueur estimé dans les journaux en vogue. C'est déjà l'amant de Madame Simone, une actrice qui vivra 100 ans. Sa bonne étoile veille sur lui. Tout lui réussit, et rien ne le voue à une mort insensée. Mais aujourd'hui, je sais très bien qu'Alain Fournier, pour la mémoire collective des Français, représente quelque chose. Il représente un renouveau ancestral, si vous permettez cette conjonction d'opposition. Il représente la restitution d'un monde paysan dans un monde trop travaillé par la bourgeoisie du XIXe siècle. C'était un rêve d'une authenticité qui met en scène avec son grand monde. Il n'est pas particulièrement belliqueux du tout. C'est un homme tout à fait paisible, calme,
gentil, dit-on. À la guerre, il a 28 ans. Lieutenant sous l'uniforme, ce n'est plus qu'un compagnon parmi les compagnons de combat. Plus de littérature, de conquête par l'esprit. Ici, le chef se compte au nombre des galons. Et la troupe des civils mobilisés, arrachés par la tourmente à leurs familles et à leurs travaux, pour payer de leur vie, loin de leur sol, la défense du territoire français. Ces héros sans légende ne sont plus aujourd'hui que des noms. Lamarque, Broca, Roland Setaillès, James Maury. Le 22 septembre, les deux compagnies, parties en reconnaissance, franchissent sans le savoir les lignes ennemies. Ils enfoncent dans les bois avec la peur au ventre, la sueur au front, car ils entendent des bruits de bottes, des cliquetis d'armes et des voix d'Allemands. Ils enfoncent dans la mort, dans l'absurde, à pas de loup vers la mâchoire d'un piège d'acier. Ils sont jeunes encore et ils n'ont presque plus d'avenir devant eux, à peine le temps qu'il faut pour être mis en joue. Ils n'ont plus à présent que le choix de mourir ou de fuir, s'ils veulent un jour retrouver les bras d'une femme ou leur rire d'enfant. Les Allemands ouvrent le feu, les balles sifflent et déchirent les corps. 21 hommes à la force de l'âge tombent morts ou grièvement blessés. Ils avaient peut-être écrit la veille que leur guerre serait longue et qu'ils n'étaient plus sûrs de rentrer pour Noël. Au point de vue purement archéologique, on en est à peu près aux 3/4 de la découverte, c'est-à-dire que les corps ne sont pas intégralement dégagés encore, qu'il nous en reste, je pense, 4 ou 5 à dégager complètement. La phase suivante sera un petit peu plus complexe parce que, étant donné qu'ils sont tête bêche, le corps de certains recouvre une partie du corps des autres. Il faudra donc procéder par démontage afin d'avoir les corps dégagés intégralement. Donc nous travaillons sur cette sépulture exactement comme nous travaillerions sur une sépulture néolithique, c'est-à-dire en dégageant intégralement les corps, sans en bouger un seul élément, pour pouvoir repérer exactement la position des différents éléments du vêtement sur le corps, et puis peut-être tout simplement la position d'une balle à l'intérieur d'un abdomen, la position de quelque chose qui aurait pu être posé sur la tête. Enfin, tous les éléments peuvent être intéressants et identifiants. Eh bien, à cette heure-ci, on peut affirmer qu'il y a, comme les études historiques menées par M. Algrin, menées par moi-même, grâce au texte de l'époque, nous savions qu'il y avait 3 officiers qui reposaient sur le terrain, qui étaient disparus au combat du 22 septembre. Un lieutenant, un capitaine et un sous-lieutenant. Actuellement, nous avons retrouvé ces 3 corps. Et sur chacun de ces officiers, nous avons justement déterminé les indices, grâce à ces règlements, qui sont constitués par des galons et les fameux numéros de col en laiton qui sont cousus sur le collet des tuniques et des capotes, les 288. Au point de vue officier, voilà la situation actuelle. La situation globale, c'est qu'il y a 21 corps exhumés et repérés, dont 7 plaques d'identité trouvées. Ça, c'est la situation à cette heure. Je dois dire que les minutes les plus émouvantes sont passées déjà, mais la première plaque qu'on a sortie du sol, je n'en croyais pas mes oreilles, j'en croyais pas mes yeux. Je me suis lancé dans cette recherche il y a 14 ans. Les 12 premières années, j'étais seul, je n'engageais que moi, mais avec des tout petits moyens. Petit à petit, j'ai été amené à travailler avec une équipe, là on était 5, et puis ensuite il a fallu demander l'intervention des ministères,
l'intervention un des ministères a décidé de mettre les moyens nécessaires en hommes, en qualification, en budget, etc. Et alors, les derniers temps, ces dernières semaines, je sentais une angoisse épouvantable. Je me disais, mais qu'est-ce qu'on va trouver? On ne pouvait... Les questions primordiales, c'était, y aura-t-il des plaques? Avaient-ils leurs plaques? Et si ils avaient leurs plaques, les Allemands leur avaient-ils laissé leurs plaques? C'était la question fondamentale. Imaginez qu'on trouve des ossements nus, on ne pouvait pas être sûr que ce soit un tel ou telle unité ou tel régiment. Et alors l'autre jour, après avoir pendant des jours décapé la terre, etc., on arrive à une première plaque. Et celui qui avait, l'archéologue qui a tiré la plaque, frotte cette plaque, commence à lire, et nous, avec les listes à côté, on lisait en même temps Nabol, je ne sais plus comment il s'appelle, Jean ou un peu n'importe, Nabol, Jean, matricule, ça tombait bien, c'était exactement ça, c'était quelque chose que j'attendais depuis 14 ans. Et d'un seul coup, je dis, bon, bah ça va, ils sont là, je ne me suis pas trompé, c'est bien eux. Les plaques avaient été fabriquées en 1883 en temps de paix pour faciliter l'identification des victimes d'une guerre qui s'est préparée pendant 45 ans. Les soldats portaient autour du cou ou au poignet ces médailles de Mayshore où étaient gravés leurs noms, matricules, classes et bureaux de recrutement. À l'époque des combats, les plaques aidèrent aux recherches des officiers d'état civil. 80 ans plus tard, elles facilitent le travail des archéologues. La découverte du corps d'Alain Fournier dans une fosse commune avec ses compagnons de sacrifice, selon l'expression de l'époque, attire les journalistes. Ils viennent troubler le travail méticuleux des archéologues qui, eux, n'ont pas de préférence marquée pour les ossements de célébrités. Pour nous, il a été un des 21 soldats. Son identification nous causait, c'est vrai, peut-être un petit peu plus de soucis que pour les autres, puisque c'était quand même un des objectifs reconnus. Elle a pu être établie finalement, et c'est vrai que c'est sur lui qu'on avait le plus d'éléments, sur son identité, sur sa stature, sur sa dentition. On a eu beaucoup de choses de la part de sa famille. Ça a pu jouer un rôle important. Ceci dit, nous, on l'a vraiment toujours ressenti comme un de ces 21 soldats. Et même au niveau de notre émotion personnelle, c'est plutôt, enfin du moins ce qui me concerne, c'est plutôt ces 21 soldats en pleine force de l'âge, morts au bout de quelques jours de guerre, qui m'a le plus ému par rapport à un individu, en fait. Donc moi, j'ai vraiment le sentiment que si ça se trouve, d'ailleurs, les gens qui étaient avec lui ne connaissaient même pas son activité littéraire, et que c'est vraiment un de ces soldats-là qu'on a trouvé, et que rien ne permettait de se rapprocher de son activité littéraire. Il avait l'uniforme des autres, les affaires des autres, il avait les caractéristiques vestimentaires des officiers, c'est tout. Derrière votre petite branche, en train de se camoufler. S'il vous plaît, par ici. Fournier, le cher disparu, le symbole de la génération perdue, de la moisson gâtée, Fournier l'intellectuel, gisait là, avec son uniforme sur mesure et ses souliers fantaisie, au milieu d'un effroyable coude à coude, comme un homme quelconque, un enfant parmi d'autres enfants de la patrie en danger. Sur le moment, une bribe de phrases à la télévision. Et en entendant le nom de Fournier, j'ai déduit, alors, mon père aussi. Et puis, d'ailleurs, ma télévision s'est arrêtée, elle n'a plus marché. Je souhaite, comme je l'ai déjà répété, qu'il reste avec ses hommes, puisqu'il avait choisi d'être avec eux, et qu'on ne les sépare pas dans la mort, puisqu'ils sont unis dans la mort. Je vous ai interrogé sur leur passion, je vais vous interroger aussi sur la vôtre. J'ai une formation scientifique. Alors si vous me donnez un petit bout comme ça d'une histoire, moi je vais essayer de suivre le fil jusqu'au bout. C'était plus une passion, si vous voulez, de chercheur, hein. Les choses basculent quand on commence à ouvrir la fosse. Là, à ce moment-là, on a la réalité devant les yeux. Bon,
c'est très émouvant de les identifier au fur et à mesure. D'abord, pour le scientifique, c'est découvrir on puisse trouver des objets dans un tel état de conservation. Vous voyez les semelles de souliers, etc. C'est tout de même sidérant. Il y a des objets personnels. Là, on a trouvé un chapelet, on a trouvé un miroir de poche, on a trouvé une paire un briquet, etc. Donc, c'est très très émouvant. Mais maintenant, je commence à envisager d'abord je reviens tout de suite à la vie, moi. Ça, c'est une émotion, disons, passagère. Je reviens à la vie, on est un monde de vivants. Je pense, par exemple, aux pèlerins qui viendront là. J'aimerais bien que ces corps restent ici, qu'il y ait une tombe commune avec une stèle, quelque chose, de façon que des pèlerins, des lecteurs du Grand Maune puissent venir là, se recueillir sur cette tombe, dans ce contexte-là, dans cette clairière. Ça me paraît très intéressant. Je pense qu'effectivement, il n'y a pas eu beaucoup de dislocation là, à ce niveau-là. Alors ça, c'était le numéro 8. Le long de la clavicule. Il est posé sur la clavicule, en fait. Il est de champ. Comment a-t-il été blessé? Est-il mort sur le coup? Est-il mort... Bon, il y a eu des réactions, en effet, s'il a levé le bras pour montrer qu'il n'était pas mort et qu'on le relève, donc il n'est pas mort sur le coup. Peut-être, mais je pense que ce sont les archéologues qui pourraient le dire, a-t-il été ou non, et ça j'en ai pas eu précision d'information, a-t-il été achevé, parce que certains crânes ont tout de même été touchés, et certains blessés, grands blessés, avaient été achevés par les Allemands. Ça, on s'en est rendu compte, je crois, aux découvertes de... Bon. Mais j'ai jamais su si mon père avait été de ceux qui avaient été achevés. Ou... Il est mentionné d'ailleurs que les deux lieutenants, c'est-à-dire Fournier et mon père, savaient qu'ils allaient à la mort, irrémédiablement. Parce qu'on dit même, ils pleuraient. Alors pour que des hommes, qu'on puisse dire ça des hommes, je pense qu'ils n'ont pas été les seuls. Enfin, ils savaient qu'à coup sûr, et ils jetaient dans la gueule du loup d'ailleurs. La société a été complètement brisée aussi par ces morts. On a perdu en particulier les élites, puisque les officiers, le cas de Fournier, meurent en beaucoup plus grand nombre que les troupes. Donc les officiers qui étaient l'élite intellectuelle de la nation sont morts. On a perdu avant tout, en nombre absolu, des paysans. Une masse extraordinaire de paysans dans une France encore rurale, ça c'est le cas des compagnons de Fournier dans la tombe, sont morts. Et donc il faut essayer de faire tenir dans une nouvelle France, sans tout cela, ceux qui ont survécu. Les spécialistes ont fait parler ce bois de Saint-Rémy où se joua le drame. Ce lieu si paisible, à l'écart, à l'oubli, jusqu'au jour où, en 1991, sous un chêne, poussa la pointe d'un brodequin.
les combattants anonymes dont la vie s'estompait dans les mémoires des familles ont depuis retrouvé leur identité. On connaît à présent les circonstances restées longtemps obscures de leur mort. Les recherches historiques et la fouille ont permis de reconstituer les phases du combat, les derniers instants des soldats, la gravité de leurs blessures. Elles laissent imaginer leur souffrance et leur pitoyable agonie. Alors, les deux compagnies, 22e avec le lieutenant Marien à sa tête, et le 23e avec le lieutenant Fournier et le sous-lieutenant Imbert, sont envoyés en reconnaissance à travers bois. Ils contournent une côte qui s'appelle la côte des Bœufs et ils arrivent sur la tranchée de Calonne. Arrivés là, Alain Fournier et Imbert constatent qu'il n'y a pas d'Allemands et que leur mission est quasi terminée. Ils sont prêts à faire demi-tour. Mais arrive sur les entrefaites le capitaine Beaubel-Gramont qui leur dit, quand on ne trouve pas le Boche, on le cherche. Et alors qu'ils étaient partis en direction de Dommartin, à partir de la tranchée de Calonne, Imbert, Beaubel-Gramont les entraîne vers Saint-Rémy, c'est-à-dire ici. Et c'est à ce point J que les choses vont commencer. Ils avaient un paquetage beaucoup trop lourd. Ils avaient les fameux pantalons rouges qui étaient voyants et qui étaient d'une étoffe très lourde aussi. On n'avait rien encore appris de la guerre de mouvement. On avançait. L'ordre du jour de Joffre était lu et relu aux armées. On avançait. Et puis, on avait vu les camarades mourir, beaucoup. Et une compagnie, éventuellement une compagnie comptant dans les 250 personnes au départ, en septembre ne comptait plus que 80 personnes. Acte quoi vous fait réfléchir. Il y avait des renforts, ok. Mais on avait assisté un mois après le début de la guerre à un massacre déjà, de tous côtés. Alors vous avez donc par là-bas, à droite, la 23e compagnie avec Alain Fournier et Imbert, et ici, le capitaine Beaubel-Gramont suivi de Marien et de sa compagnie, la 22e. Et les témoignages là-dessus sont concordants. Le sergent Baquet, qui était sous les ordres d'Alain Fournier, dit « Nous entendons des coups de feu sur notre gauche, nous nous précipitons au son, et ils arrivent à la lisière de ce bois. » Alors, ça veut dire que Beaubel-Gramont, suivi de Marien, et de ce qui reste de sa troupe, parce que dès les premiers coups de feu, il ne reste plus, d'après le propre témoignage de Marien, il lui reste 20 soldats autour de lui. Et dans le même temps, il reste 20 soldats derrière Alain Fournier et Imbert. Autrement dit, le gros de la troupe a fait demi-tour et est reparti. Les braves ont été démontés un à un et transportés au laboratoire. Ici, l'anthropologue est devenu médecin légiste pour déterminer les causes des décès. 19 squelettes portaient les traces de balles et plusieurs crânes avaient été traversés de part en part. À la lisière du bois, imaginez une quarantaine d'hommes, et d'ailleurs, ça concorde tout à fait avec le témoignage allemand. Les Allemands disent « Nous avons été agressés par une quarantaine d'hommes avec à leur tête 2 officiers », c'était donc le capitaine Beaubel-Gramont et Marien. Imaginez donc l'assaut ici, fusillade, assaut, et pour découvrir quoi à la lisière? Qu'on vient d'assaillir un poste de secours. Il y avait eu pause dans les combats, et vous aviez 70 brancardiers allemands qui étaient en train de ramasser les blessés et les morts. Et là, c'est un corps à corps à l'ancienne. On voit l'ennemi en face, de face. On le scrute partout. On a
aussi l'idée qu'il serait partout, très proche, derrière l'arbre prochain, prêt à se lancer sur toi. Et ce corps à corps qui avait lieu en effet était tout particulièrement inepte pour les Allemands qui voulaient faire vite. Je comprends la méprise. Boubet de Gramont arrivant là, voit défiler parmi les troncs des silhouettes allemandes. Avec certaines sont armées, il ordonne le feu. Et c'est au moment de la fusillade que Alain Fournier va le rejoindre. Et quand ils arrivent au bord de ce bois, à la lisière, ils constatent que en fait, c'est une ambulance allemande tirée par 2 chevaux. Et que finalement, il y a déjà 8 infirmiers qui ont été tués par la fusillade. Les autres sont blessés, etc. Alors bon, c'est un épisode, si vous voulez, le sergent Baquet dit « piètre ce prisonnier que nous avons fait là ». Certainement que tout le long de la lisière, l'attitude a dû être très différente. Il y avait peut-être quelques soldats français un peu excités, il y en avait d'autres au contraire très compréhensifs, puisqu'un Allemand dit « quand on a vu arriver les Français, on leur a montré notre brassard ». Il y a le témoignage d'un brancardier qui dit « on a montré notre brassard, les Français nous ont fait signe qu'ils ne nous voulaient pas de mal, mais qu'on leur rende nos armes, ce que nous avons fait ». Autrement dit, ça veut dire que les brancardiers étaient armés. Ce qui explique la méprise de Boubet de Gramont. Il est donc tout à fait justifié. La démarche archéologique peut être appliquée à toutes les périodes de l'histoire, en apportant des documents, dans ce cas précis, peut-être sur l'histoire sociologique des soldats, en connaissant un petit peu mieux ce qu'ils pouvaient porter réellement sous leur uniforme, quels pouvaient être les sous-vêtements qu'ils avaient, qu'est-ce qu'ils avaient dans les poches, quel est leur petit barda quotidien de soldats en campagne réservistes de l'année 14. Je crois que c'est aux historiens de la période, par ailleurs extrêmement documentés, de nous dire, de nous faire connaître la problématique dans laquelle l'approche archéologique peut être la plus constructive, ou bien de nous dire si effectivement cette démarche apporte quelque chose à l'histoire événementielle ou à l'histoire plus globale de cette période-là. La balle venait donc de derrière et est ressortie entre les jambes de l'individu. Voilà, dans ce sens-là. Voilà. Le deuxième impact, lui, quand on prend la jambe donc de face, comme ça, le devant de l'individu étant ici, est entré par devant, a broyé la tête fémorale, poursuivi sa route dans le fémur, enfin dans le coxal qui se situait ici, et a également très endommagé tout le coxal, toute la hanche du personnage. Ça a eu pour effet d'immobiliser cette personne. C'était évident qu'on ne pouvait plus marcher avec ce genre de blessure. Deuxième acte. Pendant que nos 40 Français sont là, avec les 4 officiers, soudain une fusillade crépite dans leur dos. C'est une compagnie allemande qui est en train de se replier vers Dommartin, et qui passe donc à quelques pas, imaginez, dans un fossé recreusé, à quelques pas du site que l'on est en train de fouiller. Alors, elle est commandée par le lieutenant Nicolaï. Nicolaï, ayant entendu les coups de feu, a fait cacher ses hommes dans un fossé recreusé et prend sous son feu une fusillade nourrie les Français qui sont là. Alors, ces Français, les 4 officiers en tête et les 40 hommes, donc une solution, c'est de rapidement se diriger vers ce fameux fossé de séparation que vous voyez là. Et là, pendant quelques secondes, quelques minutes, ils sont à l'abri des balles. Mais ils réalisent la situation, il n'y a plus moyen maintenant de faire autrement que de passer par-dessus la compagnie d'Allemands qui se trouve là, parce que derrière, c'est le domaine des Allemands. Ils occupent Dommartin, ils occupent le Bois-Chanot, ils sont dans la plaine, et par conséquent, il n'y a qu'une solution, regagner les lignes françaises, et pour ce faire, il faut passer sur le corps de la compagnie. C'est à ce moment-là que, imaginez Boubet de Gramont dans ce fossé avec ses hommes,
qui donne l'ordre, baïonnette au canon, à l'assaut, et les voilà partis dans la clairière à l'assaut de la compagnie allemande. Quand on regarde plus précisément ce problème, on s'aperçoit là que c'est une balle de Mauser, une balle allemande donc, qui s'est retrouvée fichée dans le corps vertébral. Je vais retirer les autres. Voilà. Cette balle de Mauser est donc en acier, un revêtement en acier avec un cœur de plomb, ce qui fait que là elle est complètement déformée, elle a très certainement traversé le sac à dos. Donc là c'est certainement plutôt une balle due au combat proprement dit, c'est-à-dire que le personnage tournait le dos à ses assaillants, soit pour se cacher derrière un arbre et refaire front après, soit simplement pour essayer de faire retraite. Cette balle l'a rattrapé et lui a sectionné la moelle épinière. Donc pour lui, ça a été net. Je dirais que cette balle a certainement suffi à sa mort. Et de toute façon, même s'il n'est pas mort sur le coup, ce qui est très probable, il ne pouvait absolument plus avancer, il se retrouvait par terre et il ne pouvait plus rien faire, quoi. Alors, dans ce combat qui va être sans doute assez bref, Boubé de Gramont tombe un des premiers, les témoignages le décrivent avec son revolver tirant sur les casques à pointe, Alain Fournier est à côté, tombe à son tour, Humbert tombe à son tour, on l'entend gémir, maman, etc. Donc il est certainement très grièvement blessé. Une vingtaine d'hommes vont réussir à s'échapper, ce qui nous vaut d'ailleurs le témoignage de Baquet. Et puis, donc, il faut compter environ une dizaine d'hommes tués sur le coup et une bonne douzaine blessés, plus ou moins grièvement. Voilà donc le deuxième acte, si vous voulez. Troisième acte, c'est le dernier, hélas. Les Nicolaï et ses hommes, et puis les infirmiers qui avaient été un temps très court prisonniers, mais qui sont libérés de ce fait, filent vers Dommartin. Au passage rencontre le capitaine Keppel, qui était là au repos. Le capitaine Keppel, apprenant la mort des 8 infirmiers allemands, dit « Je réunis autour de moi quelques sous-officiers, je cours dans les bois, je rattrape un groupe de 12 hommes, dont 2 officiers français, qui donnent leurs armes, implorent leur pardon, mais comme ils reconnaissent avoir tué des infirmiers allemands, je les fais fusiller, et en rentrant, mes supérieurs me donnent raison. » En tranquillement effrontément, il n'a pas eu à courir après les 12 pauvres Français, puisqu'ils étaient cloués au sol tel Alain Fournier. Et je pense, moi, intimement, que c'est une expédition punitive qui les a purement et simplement achevés. De quelle façon les a-t-il achevés? Est-ce simplement le coup de grâce qu'on donne à un blessé grièvement blessé? Ou bien est-ce plus sauvagement à coup de crosse de fusil? Alors ça, on le saura quand M. Adam, l'anthropologue, aura fait ses études en laboratoire. On ne sait pas. On a beaucoup parlé des cruautés et des atrocités. On ne sait pas vraiment dépouiller la vérité. Nous avons également d'autres impacts sur les crânes, par exemple, comme celui-ci, qui est l'individu numéro 17. La balle est rentrée juste au-dessus de l'œil droit et elle est ressortie par l'arrière du crâne en déchiquetant une bonne partie de la base du crâne. Aucune trace d'acharnement. Il s'agit vraisemblablement du coup de grâce, comme pour 5 autres blessés à la colonne vertébrale ou au bassin. Après lavage et observation, le travail consiste à noter et aussi à dessiner tous les ossements et impacts tels qu'on les voit. Donc sur ces ossements là, nous voyons très bien le coxal et les différents impacts visibles. Donc l'entrée du projectile et la sortie. À chaque fois nous devons... La fouille de la sépulture, qui a apporté une contribution déterminante à l'archéologie funéraire, a permis d'identifier 19 des 21 corps, de restituer à chacun ses objets militaires et ses objets personnels, le contenu dérisoire de ses poches, sa pipe, son couteau ou son briquet, ses médailles pieuses, son chapelet et son alliance. Face au danger, face à la mort, à la blessure, il faut trouver quelque chose pour tenir. Et on le voit très bien, je crois, avec ce que l'archéologie nous a révélé pour ces soldats autour de Fournier. La masse d'entre eux quittaient pour la première fois leur région, leur famille, et ils étaient des soldats, bien sûr, ils avaient un uniforme,
ils allaient se battre pour une patrie, mais aussi ils restaient attachés à leur famille. Je pense à ces objets personnels qu'ils ont amenés avec eux pour bien rappeler qu'ils sont des civils en uniforme et que ce qui les tient, c'est l'amour de leur petite patrie, de leur famille, autant que l'amour de la patrie. Le caporal-chef, comme c'est le ministre seul qui la dépose, il faudra peut-être aider le ministre à la porter. Désormais, les voilà enterrés au cimetière militaire Saint-Rémy-la-Calonne. À présent, ils ont tous une tombe pareille à celle de leurs compagnons d'armes qui, eux aussi, avaient eu droit il y a bien des années à leurs cérémonies, aux couronnes et aux regrets des vivants. Les familles où ce qu'il en reste, la fille du sous-lieutenant, le petit-fils du capitaine, le neveu de l'écrivain, tous sont venus leur rendre un dernier hommage. Maintenant, nous savons qu'ils sont là, officiellement inhumés par un ministre, et mort pour la France. Enfin, mort. J'avais 1 an. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui? Une grande joie. C'est une résurrection, d'un certain sens. Bien qu'on sache déjà au paradis près de ma mère. « 78 années ont passé et la vérité voit enfin le jour. Un pan mystérieux de l'histoire s'éclaire et l'on connaît désormais avec précision un des premiers combats de la Grande Guerre, quand les premières ferveurs et les premières illusions ne s'étaient pas tout à fait estompées. Sous les hauteurs de la Meuse, sous tous les champs de bataille où périrent des millions d'hommes, les disparus attendent de remonter à la surface un jour ou l'autre, sous le socle d'une charrue, dans la timbale d'un bulldozer. Ils attendent parce que les monuments aux morts, ce n'est pas suffisant. Avec leur pitoyable dépouille, ils protestent mieux contre l'impardonnable tuerie. Pas pour faire peur à leurs petits-enfants, ni même pour déranger, mais en mémoire de l'enfer. Un par un, ils battent le rappel de l'hécatombe. Ce n'est pas croyable qu'on en trouve encore tant. La possibilité d'aller sur la tombe de celui qui est mort est quelque chose de très très important. Sur la tombe ou devant l'urne cinéraire, puisqu'on peut très bien faire incinérer le corps, c'est tout à fait possible, dans la mesure où on sait que ce corps-là, ces os-là, ces cendres-là, et je crois que c'est tout à fait fondamental pour le travail de deuil. Extraordinaire, inespéré. Je n'aurais jamais cru que c'était possible, parce qu'un objet comme ça se perd, ça s'enfouit dans la terre. Dieu sait qu'on a marché dessus, sans doute. Voilà. Allez.
avec son épouse. C'est un trésor. Matériel, bien sûr, mais enfin c'est un symbole, c'est surtout ça.
5 avril 1915, à l'âge de 25 ans. Nous sommes à 200 ans.